Vous êtes sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News. Merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro. L'émission, vous connaissez un petit peu le principe, scindé en deux parties. La première sera consacrée à cette rupture amoureuse. À quel moment il faut justement décider de partir et quand on décide de rompre, comment se remettre justement d'une rupture. Des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Dans la deuxième tranche et la dernière partie d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur une thématique liée à maman, à la mère, celle-là qui est considérée comme la meilleure amie, la conseillère. Mais dans ce cas, faut-il tout dire à maman? Faut-il tout dire à sa mère? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. On va dire merci à notre ami Yvan d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci pour l'invitation. Alors je rappelle que vous êtes maître de cérémonie, toujours un plaisir évidemment de vous recevoir sur ce plateau Génération News. On remercie également notre amie Jonelika, vous êtes étudiante en gestion des projets. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à vous Régis de m'avoir invité. On continue cette phase de présentation avec notre ami Christopher, vous êtes étudiant en mégatronique. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Merci Régis et heureux d'être là. Et nous allons terminer avec cette phase de présentation avec notre journaliste, une consoeur sur ce plateau. Reine, vous êtes étudiante en journalisme. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Bonjour Régis, je suis très heureuse d'être présente. Les amis, tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. J'ai parlé dans mon introduction de rupture amoureuse. D'aucuns, évidemment, dans le jargon de la rue, on parle de gouma. C'est une expression qu'on a empruntée à nos amis ivoiriens. Yvan, évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être revenir un petit peu sur la notion de rupture en elle-même. Qu'est-ce que tu entends par rupture et à quel moment on décide d'en arriver à ce stade, de rompre totalement? Alors, la rupture ici, c'est la séparation. D'accord. Donc, j'entends par rupture ici toute personne qui se sépare. Donc, ça démarre au moment où on a désaccord. Lorsqu'on ne s'entend pas, lorsque les bases sur lesquelles nous nous sommes fixés au départ ne sont plus celles avec lesquelles on avance. Donc, il y a incompréhension et il y a séparation. Donc, c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu. La séparation, c'est ce qu'on appelle rupture. Donc, rupture, c'est une séparation. Quand deux personnes marchent ensemble, ils ne sont plus accordés. Même si vous continuez une marche ensemble, en fait, vous êtes déjà séparés. Donc, l'état de séparation arrive maintenant physiquement. C'est lorsque deux personnes décident de se séparer. Donc, il y a une séparation d'abord, bien avant le physique, qui est mental d'abord, qui est, on va dire quoi, Oui, il y a une déconnexion totale, un petit peu. Ouais, si on avait droit à certains privilèges, on ne l'a plus, tout simplement parce que évidemment, il y a quelque part, on est déjà un petit peu parti, même si on est toujours un petit peu présent. Jonelika, Yvan parlait tout à l'heure de rompre, évidemment, quand on se rend compte qu'on ne partage plus les mêmes visions, qu'on n'a plus la même envie d'aller très loin dans le même sens. Est-ce qu'on est tout le temps obligé de rompre? Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, la rupture, est-ce que c'est la solution par excellence? Est-ce que réellement, si on s'aime et qu'on est appelé à vivre ensemble, est-ce que la solution, c'est pas quelque part de s'asseoir et de privilégier la communication? Faut-il toujours rompre, Jonelika? Perso, je pense que déjà, comme il disait, la séparation, c'est la rupture plutôt, c'est la séparation. Donc c'est un deuil. On n'est pas forcément obligé de rompre sur le champ. On peut parler, trouver un terrain d'entente, s'accorder sur certains éléments et avec le temps, accorder une seconde chance comme on dit, avec le temps, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, si on se rend compte qu'on n'est toujours pas en accord avec ce que le couple, en fait, les partenaires ne sont pas toujours en accord. Donc moi je pense que c'est mieux qu'on se sépare et chacun essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. D'accord. Reine, est-ce que tu es dans cette logique-là? Ou bien tu nages à contresens, il faut toujours rompre? Ou bien privilégier d'abord la communication avant de passer à la rupture? Pour ma part, je pense que si on a décidé de rompre, c'est que quelque part, on avait déjà essayé de recoller les morceaux. En fait. Et si on est arrivé à l'étape de rompre, on n'a pas, premièrement, trouvé ce que l'on recherchait dans la personne, si je peux le dire ainsi, ou on n'a pas eu la possibilité de pouvoir, faire cette personne en quelque sorte à notre image. Parce que sa priorité, son idéal. Voilà, son idéal. Parce que
on peut se mettre en relation avec quelqu'un. Déjà, quand on se fréquente, on étudie la personne, on voit ce qu'on peut arranger, ce qu'on ne peut pas arranger. Ouais. Et on se dit, on se dit toujours, écoute, je vais quand même essayer parce que quelque part, on a cette confiance-là qu'on peut changer la personne. Et quand on a essayé une fois, ça n'a pas marché. On a essayé une deuxième fois, ça n'a pas marché. D'où on entend souvent lors des ruptures, les filles qui disent, écoute, j'ai tout essayé, mais ça ne donne rien. J'ai tout essayé, mais ça ne rime à rien. Donc, vaut mieux qu'on arrête en fait. D'accord. Donc, pour moi, la rupture est tout simplement la conséquence d'un sacrifice. Je veux dire... Moi, c'est l'accumulation de plein de choses. Voilà, l'accumulation de plein de choses, de plein d'efforts qui n'a pas vraiment donné quelque chose de grandiose ou quelque chose qu'on voulait. Et on décide tout simplement de rompre. Voilà. En parlant de rupture, mon cher Christopher, on va s'accrocher à la thématique qui nous sied aujourd'hui. Comment se relever de cette rupture-là? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour essayer de, comme on dit, tourner la page, passer à autre chose? Est-ce que c'est déjà possible de se relever d'une rupture? Il faut déjà premièrement accepter la situation, se dire ok, j'ai échoué dans cette relation ou ok, l'autre a échoué. Et après cette acceptation, c'est maintenant de pouvoir faire ce qu'on appelle une introspection. Se dire, ok, à quelle partie j'ai échoué, à quelle partie il y a eu des manquants, et sur cette base, pouvoir redéfinir des nouvelles prérogatives pour la prochaine relation. Et à ce moment, on peut se dire être prêt pour pouvoir s'engager dans une autre relation. D'accord. Yvan, comment se relever d'une rupture? Parce que partons du principe que, par exemple, et ça c'est prouvé en général, quand on sort d'une rupture, on verse dans la dépression. Il y a des gens qui mangent beaucoup, il y a des gens qui décident finalement de noyer leurs soucis avec du vin, quoique les soucis savent nager. Mais comment on sort véritablement d'une rupture, surtout quand on a mis du temps avec une personne? Bon, moi je veux d'abord dire avant que pour ces personnes-là, la rupture n'est pas forcément une mauvaise chose. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute rupture doit nous emmener ici vers un meilleur. En fait, toute situation qu'on vit, c'est pour nous façonner et pour nous amener à une étape où on sera mieux qu'avant. Donc ça fait partie de la vie et ça arrive. Comment faire pour sortir de là? Comme mon frère Christopher le disait, il faut d'abord accepter la situation. Accepter. Mais est-ce que c'est facile de l'accepter? Est-ce que, moi, la question que je veux savoir, est-ce que la rupture est plus difficile à vivre en fonction du nombre d'années qu'on a passé avec la personne? Supposons que vous ayez fait, je ne sais pas, 10 ans avec une personne, 20 ans, 15 ans, c'est selon, et puis tout de suite, la rupture est prononcée. Est-ce que quelqu'un qui a vécu 10 ans avec une personne et une autre qui a vécu 5 mois avec une personne, est-ce que le taux, je veux dire, de rupture qui pèse sur le dos va être identique? Oui, ça peut pas forcément être identique. D'accord. Mais on peut être dans un cas où une personne qui a fait 5 mois avec quelqu'un, cette rupture frappe beaucoup plus chez elle que chez l'autre qui a fait 10 ans. D'accord. Tout ne dépend pas forcément du nombre d'années, et ça dépend de quoi? Mais de l'engagement et de l'amour qu'on avait envers quelqu'un. Okay. Donc on peut faire 1 mois, mais l'engagement que j'avais, l'amour que j'ai dû mettre en quelqu'un. Oui, mais Yvan, en 15 ans, on s'est investi quand même en 10 ans. Nous avons des relations. Voilà, nous avons des relations. En 10 ans, nous connaissons des gens qui font 5-10 ans dans des relations par intérêt. D'accord. Donc on comprend que c'est beaucoup plus l'intérêt qui fait mal que véritablement la personne en elle-même. Donc là, on parle d'une rupture. On est dans un terme d'amour, je pense. Oui, bien sûr. Donc on est dans un terme d'amour. Et dans ce cas, je pense que tout dépend de l'engagement sentimental que les deux ont eu. D'accord. Et sur ce point, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le temps, je pense que ça peut faire mal à quelqu'un qui a eu à faire 1 mois, beaucoup plus que celui qui a eu à faire 10 ans, comme ça peut être l'inverse. Et déjà, quand on parle de véritablement accepter une situation, c'est se dire que dans la vie, on peut échouer comme on peut gagner. On peut échouer comme on peut gagner, mais ce qui est important vraiment, c'est comment faire pour ressortir, c'est déjà penser à ce qui peut être important pour toi selon cette situation. Dans chaque situation, on doit véritablement essayer de tirer une leçon particulière. Et ça c'est la rupture, on peut l'éviter, on est d'accord. On l'a souligné un petit peu sur ce plateau, comment on peut éviter cette rupture-là. Je ne partage pas trop. D'accord. Et ton désaccord se trouve à quel niveau, mon cher? Bon, parce que moi je pense qu'on ne peut pas éviter une rupture quand 2 personnes ne se sont pas vraiment aimées. On évite quelque chose lorsque vous êtes en accord
Et dans un principe d'accord, vous pouvez avoir des défaillances et là on revient ensemble. Mais si on est dans un cadre de deux personnes qui ne s'aiment pas vraiment ou qui ne s'aiment pas forcément, il y a des désaccords qui vous séparent et on ne peut pas recoller. Vous pouvez recoller à chaque fois, mais ça ne va jamais marcher, ça ne mettra pas long feu. À chaque fois, vous allez avoir des coupures. Et parfois, ce sont ces genres de relations qui font en sorte que, après bon nombre de coupures, on arrive dans des situations assez désagréables. Situation désagréable. Merci de tendre la perche, mon cher Yvan. Reine, je me tourne vers toi. Alors, situation désagréable, pourquoi? Parce que c'est assez drôle. Quand je préparais un petit peu l'émission, je tournais un peu sur Internet, je me suis rendu compte d'une chose, en fait, c'est que dans les ruptures, c'est beaucoup plus les hommes qui sont très touchés et vite touchés par la rupture, dans le sens où il y en a qui pleurent, il y en a qui vont dans des dépressions. C'est vrai que l'image qu'on a souvent de l'extérieur, c'est souvent les femmes. Donc on voit une femme en train de pleurer, c'est l'image qu'on a souvent quand on regarde des séries, quand on regarde des films et tout le reste. On voit beaucoup plus des femmes qui pleurent après une rupture. Mais les hommes aussi, on va dire sur un taux, les hommes sont beaucoup plus touchés par le gourmand, on va le dire ainsi. Du coup, comment tu expliques ça? Est-ce que les hommes sont plus sensibles selon toi, très réceptifs à une rupture que les femmes, ou bien c'est parce que l'homme, en parlant d'investissement, s'investit beaucoup plus que la femme dans une relation? Pour répondre à cette question, je dirais que déjà c'est très rare. Oui. C'est très rare de voir les hommes se pleurer, se morfondre. Non, en fait, un homme il pleure, mais il pleure en cachette. Oui, ouais, donc, oui, voilà, c'est vrai. Le plus souvent, c'est chez les femmes et tout. Mais pour répondre à la question, je dirais que quand un homme aime, il aime vraiment, en fait. Ouais. Et ça, si on arrive à voir un homme pleurer pour une rupture, c'est qu'il a vraiment là, ça a été loin, il n'a pas supporté et vraiment, ça a été fort. Donc, pour lui, comment se relever de ça? Est-ce que déjà, on l'a dit, hein, c'est accepter déjà la situation, oui. Mais en général, parce qu'il y a quand même un point, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui, pourquoi on parle justement de comment se relever, c'est parce que malheureusement, il y en a qui ne se relèvent pas. Quand je dis qui ne se relèvent pas, c'est que vraiment dans tous les sens du terme, parce qu'il y en a qui vont à l'extrême, après une rupture, c'est le suicide. Malheureusement, ça existe, il y en a qui se donnent la mort, on parle de crime passionnel. Et on va peut-être revenir un peu sur, justement, ma chère Jonelika, quels sont selon toi les ruptures, on va dire, pardon, les motifs de rupture selon toi, c'est-à-dire un motif où tu estimes que là, il n'y a pas moyen de faire demi-tour selon toi? Bon, pour moi, déjà, comme Reine disait et Yvan, la rupture, c'est comme un deuil en fait, deuil de quelque chose qu'on a perdu, quelque chose de cher. On s'est investi dans une relation et ça n'a pas marché, donc on fait le deuil. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Parfois, les motifs de la rupture sont désaccord, infidélité, trahison, tout ce qui va un peu avec. Jalousie, ouais. Manque de confiance. Parce que généralement, les gens ou les jeunes voient forcément la rupture. Quand si on dit quelqu'un, ils se sont séparés. Elle a été infidèle, il a été infidèle. Non, pas forcément. Parfois, comme vous dites, il y a la jalousie qui est là. On ne fait pas confiance. Tu vas où? Tu rentres à telle heure. Pourquoi tu rentres à cette heure? Non, tes sorties ne me plaisent pas. Et la personne, en fait, du coup, ne se sent plus à l'aise, en fait, dans la relation. Donc, les personnes qui n'arrivent pas à se remettre, ça dépend, en fait, du motif. Parfois, tu te demandes que, mais j'ai donné mon corps, j'ai donné ma vie, comme d'autres disent. J'ai mis tous les moyens possibles et c'est comme ça que la personne me remercie. Du coup, il y a d'autres qui plongent leurs soucis dans l'alcool, la cigarette, les boîtes. Mais moi, je dis à ces personnes aujourd'hui, peut-être qu'ils vont écouter que c'est pas la solution en fait. Donc, il faut d'abord accepter, comme on disait, tu acceptes la situation. C'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile. Après, tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché. Ou je suis allée très loin en fait, j'ai franchi forcément la barrière ou la limite. Est-ce que c'est un exercice, loin de t'interrompre ma chère, est-ce que c'est un exercice facile à faire, le fait de se remettre en cause déjà, est-ce que c'est un exercice facile à faire? Je te pose la question, tu me permets d'entrer dans ton intimité, est-ce que toi déjà tu t'es retrouvé dans cette situation-là de rupture amoureuse et comment tu l'as vécu et comment tu as fait aujourd'hui toi pour te relever? Ok. Oui, je me suis retrouvée dans cette situation. Déjà, ce n'est pas facile en fait. Accepter déjà de dire que c'est fini, bon, c'est pas facile. Forcément, on a envie d'aller vers l'autre, demander encore qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. On veut demander plusieurs fois et aller peut-être vers un ami
une sœur et dire est-ce que tu peux aller parler avec lui, est-ce que tu peux lui dire que je suis désolée, est-ce que. Donc c'est pas facile déjà d'accepter c'est fini. Quand quelqu'un te dit c'est fini, tu as l'impression que tu dormais ou bien la personne blague. Après tu te dis bon, au bout de 1 mois, 2 mois, je pense qu'il y a d'autres qui prennent du temps pour accepter, voire 5 ans. Et toi ça t'a pris combien de temps pour accepter la situation? Moi ça m'a pris beaucoup de temps, peut-être 8 mois par là. Et j'ai dû même trouver de prétexte aux parents pour dire il faut que j'aille en vacances pour essayer de changer d'air, d'oublier. Il faut que j'aille en vacances chez une tante, chez un oncle et arriver là-bas. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Et parfois, il y a d'autres personnes, parce que c'est fini, tu te dis qu'en te mettant avec une autre personne, ça va combler le vide. Non, au contraire. Est-ce que c'est là l'erreur? Désolé de t'interrompre. Oui. Christopher, est-ce que c'est là l'erreur, justement il faut d'abord se soigner soi-même avant de repartir dans une autre relation. Sinon, en fait, on enchaîne des déceptions et tout le reste. Ou tout simplement, ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que ça peut aussi aider certaines personnes. Tu sors d'une rupture, tu peux te remettre aussi dans une autre relation dans l'espoir que ça marche, ça peut marcher, je veux dire. Mais est-ce que pour toi c'est une erreur ou bien tout simplement la méthode chinoise, soigner le mal par le mal? Pour ma part, déjà de mon expérience, je vais clairement dire que c'est une erreur parce que pour l'avoir expérimenté, j'ai longtemps cru que c'était la meilleure solution. Parce qu'il fallait, tu t'es dit oui. Oui, bon, mais est-ce qu'il y a un temps? Je veux dire, si tu as rompu, supposons que tu es rompu en janvier, oui. Est-ce qu'il y a un temps avant de se remettre avec une autre personne? Ou bien on se dit, à partir du moment où on se sent prêt ou prête, on se lance? Ou bien il faut se donner assez de temps, on va se dire, bon, si c'est janvier, j'ai rompu, si je dois me remettre dans une autre relation, je vais le faire en décembre ou bien en octobre. Ou bien tout simplement, si en janvier et qu'en mars, février, tu te sens apte à te relancer, à te remettre, à te relever justement de cette rupture, tu te lances ou bien il faut se donner le temps? Il n'y a pas une variable ou une constante au niveau du temps. Ouais. C'est-à-dire dès lors qu'on a été franc avec soi et qu'on a pu comprendre déjà les raisons de notre échec, on peut se remettre en couple. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 ans, 5 ans, selon qu'on arrive d'abord à se dire ok, j'ai certainement échoué à ce niveau, ou elle a échoué à ce niveau, ou dans mon cas, je parle des filles, la fille a échoué dans tel domaine. Du coup, si je dois me remettre en couple, déjà, il faudrait certainement que je puisse tirer la sonnette d'alarme sur ce domaine afin que ce ne soit pas pareil. Ouais. Donc, il n'y a pas eu une durée déterminée en disant oui, c'est minimum 3 mois ou 5 mois, non. On prend tout le temps qu'on peut, tout le temps qu'on veut. En tout cas, à partir du moment où on se sent prêt ou prête à se lancer, on se lance dans cette relation. Je l'indiquais, je te sentais un petit peu, tu partages ton avis, je t'ai vu afficher un sourire, ou bien... Non, dans le sourire, c'était par rapport à quelque chose. D'accord. Mais bon, puisque la question m'est posée, donc comme il disait, ça dépend du temps et de la manière dont la personne a vécu. Si quelqu'un estime que, parce qu'il y a des personnes... qui vivent les relations le jour, si je peux me permettre. Genre, je me mets en couple avec plusieurs partenaires. Si je me sépare ici, il y a Natacha qui est là où il y a Philippe. En fait, on se donne des chances de tous les côtés. De tous les côtés, voilà. Il y a des relations comme ça où on se donne des chances de tous les côtés. Et du coup, si je me sépare ici, bon, c'est pas bien grave, il faut que j'aille là-bas. Et forcément, parmi les 5 partenaires, par exemple, il y a forcément une relation qui va te mettre au sol. Et c'est de cette relation qu'il faut se demander comment je dois sortir de là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir avec la personne, en fait la personne que je mets le plus parmi les 4 autres partenaires. Donc c'est un peu ça. Et Yvon, est-ce que le fait d'avoir cette multitude de partenaires, est-ce que ça soigne réellement la rupture? Est-ce que ça nous aide réellement à sortir de cette rupture? Parce que supposons que tu sois une femme qui sort d'une rupture, tu es dans un couple, ensuite tu fréquentes une autre personne, une troisième, une quatrième, une cinquième personne. Est-ce que ça réellement ça t'aide? Pareil pour un homme qui sort d'une rupture, qui fréquente 5 femmes, ça il faut le dire. Visiblement il y en a qui arrivent à le faire. Est-ce que ça te soigne réellement ou bien ça ne fait que t'enfermer dans cette situation douloureuse qu'est la rupture? Bon, moi je pense que ça ne fait que changer la nature de la personne. D'accord. Ça modifie véritablement la personne. Donc déjà pour revenir, l'homme et la femme sont 2 êtres assez opposés. Opposés physiquement, mais aussi intérieurement. Ouais. C'était bien la question que vous avez posée sur véritablement les hommes qui sont qui sont victimes. Oui, les hommes sont très touchés, ça il faut le dire. Parce que en fait,
l'homme a une force physique externe supérieure à la femme, mais dans des recherches, j'ai vu que la femme est beaucoup plus forte que l'homme. Émotionnellement. Oui, émotionnellement. La preuve, il n'y a qu'à voir nos moments. Hein. Oui, donc, là, on comprend pourquoi l'homme est beaucoup plus touché, parce que véritablement, quand l'homme s'implique, il est assez faible devant la femme. Ouais. Donc c'est cette faiblesse qui fait en sorte que lorsqu'il y a séparation, directement il s'effondre. Pour revenir aussi sur la suite de ces propos, c'est que le fait de vouloir sortir d'une rupture en enchaînant plusieurs relations, ça ne fait que changer la nature. Vous allez voir, par connaissance de cause, quelqu'un qui était assez calme, discret, assez respectueux en relation. Ouais. Le fait de vouloir oublier quelqu'un en enchaînant des relations, il va se plaire là-dedans. Et pour lui, il verra ça de normal. Ce qui fera en sorte qu'après, il ne trouvera plus normal de rester avec une seule. Donc souvent, au fil du temps, ça change. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un risque, c'est vraiment un grand risque. Et moi, je suis passé par là. Je pense que comme beaucoup d'hommes, parce que c'est un peu, c'est un peu la nature des hommes. Oui, beaucoup, oui. C'est un peu la nature des hommes qui est différente. Voilà pourquoi je parlais de la différence des hommes et des femmes. L'homme, quand il vient à peine de se séparer, tout de suite, c'est ce qui vient dans sa tête. D'accord. C'est de pouvoir... après, il y a ce sentiment de liberté. À partir du moment où on est libre, on peut se permettre de donner son numéro, d'échanger, en fait, d'avoir des conquêtes. La femme, elle va chercher à retrouver en quelqu'un d'autre ce qu'elle a perçu en toi. Voilà, c'est un peu ça. Et souvent, la femme est celle qui facilement peut retrouver un véritable amour stable après. Pourquoi? Parce qu'après une situation de rupture, elle est faible. Et tout ce qu'elle cherche, en fait, c'est l'amour. Voici pourquoi, dans ce genre de cas, c'est souvent la femme qui se retrouve facilement dans une relation stable que l'homme. Parce qu'après une rupture, l'homme va enchaîner. Ça prend beaucoup de temps chez l'homme pour véritablement revenir à niveau. Voilà. Justement, comment, Reine, comment on rassure un cœur blessé? Je veux dire, supposons que vous retrouvez dans une relation avec une personne qui sort d'une rupture, comment on rassure cette personne-là? Je veux dire, comment évidemment, tu n'as pas encore connu cette situation parce qu'en off, tu nous as laissé entendre que la rupture amoureuse, tu ne l'as pas encore connue. Écoute, on te souhaite que tu ne connaisses pas cette situation-là. Mais bon, ça fait partie de la vie. Tu es peut-être appelé quelque part à te retrouver dans ces situations. Mais oui, la question, c'est comment on rassure un cœur blessé selon toi? Wow. C'est quand même... Est-ce que les mots suffisent ou bien il faut aller dans les actes aussi? Je pense que les mots ne suffisent pas pour rassurer un cœur blessé. Mais c'est plus dans les actes. Parce qu'on dit souvent que l'amour, c'est pas dire je t'aime tout le temps. Mais l'amour, ce sont des actes en fait. Et comme on disait au début, ce qui a causé la rupture, c'est forcément une chose que l'un des partenaires a eu à poser en fait, qui a amené une certaine, coupure dans la relation. Donc comment rassurer un cœur, ça c'est déjà, c'est à la personne, pour moi c'est à la concernée de se rassurer d'abord elle-même. Parce que tout se passe à l'intérieur de soi. Déjà, quand une personne décide, de se relever d'une rupture, elle doit déjà se convaincre en elle-même que c'est fini, il est temps de passer à autre chose. Et comme les autres disaient, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut commencer déjà à accepter que c'est terminé. Décider, comme disait Christopher, décider de se demander en fait qu'est-ce qui n'a pas marché pour éviter de refaire la même erreur dans la prochaine relation et après accepter en fait. Psychologiquement, dire écoute c'est fini, je vais décider d'avancer. Ça c'est déjà un moyen de rassurer le cœur d'une personne qui a été blessée. Et deuxièmement, c'est en allant dans une nouvelle relation, essayer d'être, plus mature, selon moi. Non, mais est-ce que ça sous-entend que si dans l'ancienne, on a manqué de maturité Quelque part. Quelque part, je dirais qu'on a manqué un peu de maturité. Non, parfois, certains actes sont compréhensibles. Prenons la jalousie. C'est normal d'être jaloux, je veux dire. Donc, oui, c'est normal, mais il y a des personnes qui ne supportent pas la jalousie. Il y a des personnes qui ne supportent pas la jalousie. Enfin, il y a des personnes qui, de nature, aiment... parce que quelque part, la jalousie est perçue comme un manque de confiance.
Et ça, c'est un truc que... Ou une preuve d'amour. Voilà, mais c'est rare, plus perçu comme un manque de confiance envers le conjoint. Ouais. Donc si aujourd'hui, par exemple, mon conjoint me contrôle tout le temps, tu vas où, qu'est-ce que tu fais, tous les 5 minutes il m'appelle, moi si ça me va pas... D'accord. Voilà, et est-ce que dans ce genre de situation, tu vas te confier un moment, élément de réponse, évidemment, ma chère reine, dans une poignée de minutes. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Je l'ai souligné en première partie d'émission, c'est pas très loin. Hein, la première thématique, on a parlé de rupture. Vous avez parlé justement du fait d'aller se confier. Et à qui on se confie, à qui on dit tout, c'est en général notre maman, parce que la maman est considérée comme la conseillère par excellence, comme la meilleure amie. Journalika, qu'en est-il de ce concept-là de la maman? Est-ce que vous comprenez cette fusion, c'est ce côté fusionnel que les femmes ont en général avec leur maman? Pour vous, vous voyez la maman vraiment comme la conseillère, la meilleure amie? Bon, merci déjà pour la parole. Moi, je pense que la maman est considérée comme le protecteur, un agent, un ami, un conseiller. Si on a quelque chose, je pense qu'on va vers la maman pour dire, c'est elle qui connaît comment s'y prendre en fait. Je prends un exemple dans la famille. Si on a fait une bêtise, surtout si le papa a remarqué que l'enfant a fait une bêtise, c'est l'enfant qui va vers la maman pour dire « Maman, est-ce que tu peux pas dire à papa soit de lever la punition ou de réduire ?» Donc parfois les enfants se confient à leur maman pour certaines situations, pour certains cas. Donc c'est un peu ce que je peux dire. D'accord. Reine, vous êtes fille unique, en tout cas pour le moment. Pour le moment, vous êtes fille unique. Est-ce que vous êtes très proche de votre maman? Si oui, cette complicité se résume à quoi? Est-ce que vous vous dites tout? Est-ce que vous êtes vraiment meilleure amie dans ce sens-là? Comment cette alchimie avec ta maman se manifeste? Oui, je suis très proche de ma maman. Comment cette alchimie se manifeste? Elle s'appelle comment ta maman? Elle s'appelle Fabienne. Fabienne. Oui. On salue maman Fabienne depuis Libreville au Gabon. D'accord. Oui, comment ça se passe avec maman Fabienne? Alors, avec maman Fabienne, c'est soft, c'est cool déjà. C'est une personne avec qui on a une facilité à communiquer. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis la seule, mais elle a toujours eu envers moi un caractère assez, je vais dire, elle m'a toujours caressé au sens du poil. D'accord, ça reste une mère en fait. Oui, mais pas pour m'encourager dans les bêtises, non, mais elle a toujours su m'encourager. Quand je fais une bêtise, elle a toujours su me gronder et tout. Donc, je ne peux pas dire... Elle souffle le chaud et le froid. Exactement. Donc, je ne peux pas dire que ça s'est passé comme ça, non, parce que chaque maman a sa manière de... Comment dire ? De créer la relation en fait entre mère et fille. Donc je ne vois pas trop ce que je pourrais dire que la chimie s'est passée comme ça en fait. Yvan, faut-il tout dire à maman? Est-ce que réellement on dit tout à notre mère? Les femmes de ce plateau ont parlé justement de cette connexion et il y a des hommes aussi qui sont très proches de leur maman. C'est le cas de notre ami Christopher, on va y revenir dans un instant. Mais quand on parle de meilleure amie, en général la meilleure amie c'est celle à qui on confie tout. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'on confie tout à nos mamans, sachant que n'oublions pas, au-delà du fait qu'elle soit notre meilleure amie, notre confidente, notre conseillère, ça reste maman. Dans ce cas, est-ce qu'on dit tout à un moment, selon toi, mon cher Yvan? Bon, dire tout, c'est... Pour ma part, je pense que c'est quand même trop. Hein. D'accord. Donc, je dirais que c'est... Dans quel sens trop, dans quel sens? Dans le sens où je ne pense pas qu'on dit toujours tout à quelqu'un. D'accord. Donc, déjà, dans ma conception, la mère devrait être celle à qui on arrive à dire tout, beaucoup plus qu'une meilleure amie. Déjà, parce que la mère, c'est véritablement celle-là qui... C'est une protectrice, c'est elle véritablement qui a la possibilité de réguler un peu voilà, certaines choses, beaucoup plus qu'un ami, beaucoup plus que... Donc c'est un peu ça. Mais pour répondre véritablement à la question, c'est que est-ce que c'est de notre ressort en tant qu'enfant ou bien c'est d'abord le parent? Je pense que cela dépend déjà de la relation
que la mère... la confiance qu'on a installée. Donc la perche que la mère tend à l'enfant ici, pour que véritablement il y ait cette facilité de dire. Parce qu'à la base, il y a une barrière. Selon le niveau, on a une maman, on a un fils. Et qui casse la barrière, c'est d'abord le parent, qui par sa manière d'être avec quelqu'un, la manière dont la mère essaie de parler à l'enfant, de comprendre. Donc, tout enfant aime quand il est écouté. Mais si on n'a pas un parent qui nous écoute véritablement, qui est là à l'écoute, qui essaie de nous comprendre, véritablement, ça crée une barrière et cette barrière empêche véritablement à dire. Mais quand nous avons un parent qui est assez ouvert, bien qu'il ne faut pas être ouvert pour on va dire quoi, laisser toutes les choses... En fait, voilà. si je suis ta logique, parce qu'évidemment, on peut être très proche de nos parents, de son père, de sa mère, au point vraiment d'avoir une connexion, parfois, certaines personnes qui n'ont pas deux fois un petit peu la grâce de voir cette complicité, perçoivent un petit peu parfois des relations père-fille un peu différemment. Parfois il y a des filles qui sont tellement proches de leur père qu'on pense que c'est leur copain. Pareil pour la maman. Donc oui, sur ce principe, il faut d'abord installer justement cette vraie base solide. Cette confiance. Cette confiance-là. Et cette confiance, évidemment, elle doit être mutuelle dans les deux sens. De la même manière que papa fait confiance à la fille aussi doit derrière mettre en place des mécanismes qui vont renforcer cette confiance. C'est ce que je disais en fait. Mais tout part véritablement de l'autorité suprême au-dessus. C'est lui qui est censé véritablement montrer à l'enfant que je suis ouvert à toi, à tout ce que tu peux venir me dire. Parce que déjà l'enfant, quand il vient dire quelque chose, il se pose des questions. Oui, est-ce que si je dis, représailles, voilà. Donc, mais si on a un parent qui sait écouter et se dire il y a des erreurs qu'on peut faire, donc tu peux me dire et on voit comment te sortir de telle situation. Là, à ce moment, la confiance de l'enfant naît et il est capable de te dire des choses assez compliquées. Non, des choses voilà. Assez intimes. Assez intimes. Oui, Jumelika, je reviens à toi dans une poignée de minutes. Le temps pour nous de laisser notre ami Christopher réagir un petit peu sur la thématique. Alors, ce que Yvan vient de dire, ça s'applique un peu à toi, Christopher, parce que tu nous as laissé entendre en off que tu es très proche de ta maman, et d'ailleurs on l'est tous, mais que en fait c'est beaucoup plus l'inverse, dans le sens où c'est beaucoup plus ta maman qui vient auprès de toi prendre conseil, qui se confie beaucoup à toi. Comment tu perçois, est-ce que c'est une grosse responsabilité de devoir, on va dire, accueillir un peu ces confidences-là de maman? Parce qu'au-delà d'être la confidente, au-delà d'être celle-là qui vient vers toi, ça reste maman. Est-ce que c'est une grosse responsabilité pour toi? Effectivement, c'est pas qu'une grosse, une très grosse responsabilité parce que déjà, on peut voir pas qu'elle n'estime pas les autres, mais on peut voir le degré d'estime qu'elle a disons qu'elle a pour moi. Et au fond, ça donne une certaine assurance de se dire, ok, si l'aîné vient vers moi, c'est que quelque part, j'ai les capacités de pouvoir donner suite à ce qu'elle vient me proposer. Ouais. Et c'est surtout un retour de ce qu'elle m'a donné en me faisant grandir. Je crois que c'est qui plante un manguier, arrose, et au final, c'est nous qui allons prendre des mangues de ce manguier. Donc, elle m'a planté, arrosé, et en me voyant grandir, je me suis dit peut-être, bon, ok, j'ai donné ce qu'il fallait, maintenant je peux recevoir. Donc, c'est une très grosse responsabilité, et au fond, ça donne une certaine confiance, et ça nous fait grandir davantage, plus rapidement déjà, du chiffre qu'on a, de l'âge, mais qui nous donne une certaine maturité. La responsabilité, elle est très énorme, tu l'as encore souligné, mon cher Christopher. Je veux dire, est-ce que c'est tout ce que ta maman te confie, que tu apportes des solutions, ou bien à un moment donné, quand elle commence à se confier à toi, tu te rends compte que là, je ne peux pas apporter. Est-ce que tu le lui dis de manière directe que, bon, écoute maman, je comprends ta préoccupation, mais là, malheureusement, je ne peux pas t'apporter l'aide demandée. Ou bien tu prends parce que tu te dis, si elle vient vers moi, c'est qu'elle a besoin de se parler. Et parler, c'est se libérer. Tu es beaucoup plus dans cette optique-là? Oui. D'accord. Effectivement, dans cette optique où, comme je disais, il faut savoir écouter. Souvent, on a besoin d'être écouté. Et souvent, quand elle vient vers moi, c'est pas tant parce qu'elle veut une réponse. D'abord, c'est souvent se soulager d'abord, être soulagé de pouvoir discuter. Et si pendant qu'elle parle, j'écoute, si je puis avoir un élément de réponse, je soumets. Et dans le cas contraire, je dis juste, ok, j'ai compris, mais prends patience, ou bien peut-être essaie de voir. Souvent, quand les parents, on pense, bon, ça se sait, les parents ont une certaine sagesse. Oui. Et souvent, lorsqu'ils nous apportent des sujets, au fond, ils ont déjà une solution.
mais ils veulent juste ils ont besoin de parler, parler, soit qu'on embrasse la solution, ou peut-être avec l'œil d'enfant, peut-être naïf, on peut mieux voir, avoir un meilleur regard. Donc c'est plus dans l'optique de l'écoute que je me mets, et dès lors que je peux apporter une réponse, j'en apporte. D'accord. Elle s'appelle comment ta maman? Rosette. Maman Rosette. Ouais. On passe le bonjour aussi à maman Rosette du côté du Gabon, voilà, Libreville. Là. Alors ma chère, oui, tu veux rebondir sur un point sur un élément d'accord, de Yvan. Ok. Il disait que c'est l'autorité, la personne qui est l'aîné qui vient vers le plus petit. Pas forcément. Moi, je pense que le plus petit, s'il se sent mal, il veut aller vers le grand. Le plus petit aussi peut créer l'atmosphère, il peut créer les conditions pour aller vers le grand, pour casser la barrière. Donc le plus petit peut aller, l'enfant peut aller avec les techniques, en fait, techniques d'approche, comme on disait. Parce que quand on est petit, quand on veut un bonbon, parce que la maman ne sait pas forcément que tu veux le bonbon, comment faire pour obtenir le bonbon de la maman? Mon chéri, tu es belle aujourd'hui, est-ce que tu peux m'acheter un bonbon? Donc l'enfant peut créer avec des plats. C'est vécu ça Oui, en fait, c'est ça en fait. Parce qu'il y a des moments qui sont un peu durs et sont sévères, le visage est attaché. Donc comment tu vas venir vers la maman qui ne sourit pas? Si tu fais même tomber la fourchette, on commence à... C'est ton père qui achète ça, on te gronde. Donc déjà ça te met, toi l'enfant, même si la maman vient vers toi pour dire qu'elle va créer, après tu vas te dire derrière que est-ce que c'est vrai qu'elle vient créer l'amitié ou bien c'est pour me réprimander encore. Ou bien pour espionner, pour voir un peu ce que sa fille fait de ses journées, de sa vie de manière générale. Surveiller un peu l'enfant pour dire toi tu es comme ça et voir un peu si par exemple tu as une amie avec qui tu marches et qu'elle voit que ton amie apporte de bons résultats, elle va commencer à te comparer. Donc parfois c'est le plus petit avec des techniques, tu dois créer aussi les conditions pour que la maman aussi, également toi tu fais confiance à la maman en fait te fait confiance au retour aussi. Jonélika, je reste avec toi. Yvan, oui, je sais que tu veux rebondir, t'inquiète, tu auras le temps de le faire. Je reste avec toi quelques minutes. Alors tout à l'heure on parlait évidemment de cette complicité avec la mère. Notre amie journaliste Reine nous a laissé entendre qu'elle était très proche de sa maman. Tout le monde ici visiblement sur ce plateau. Alors la tienne, paix à son âme, elle n'est plus des nôtres, mais je pense que de là-haut elle nous regarde. Moi ce que je veux savoir c'est que d'accord, la thématique c'est faut-il tout dire à sa mère? Visiblement non, c'est un peu le ressenti de tout le monde, mais du coup qu'est-ce qu'on ne doit pas dire à maman selon toi? Selon moi, ce qu'on ne peut pas dire à nos mamans, je pense que ce sont les plus lourdes bêtises de notre enfance. Mais pourquoi si on a envie d'apprendre, pourquoi ne pas dire à maman que je vais faire une bêtise et que j'ai envie justement d'avoir ton avis? Et voilà, on grandit quand on tombe et quand on se relève. On a parlé justement de la première thématique, c'était ça aussi la rupture, se tomber, se relever. Et là, pourquoi tu estimes qu'on ne doit pas dire certaines bêtises à nos mamans? Or, si on confie nos bêtises à nos mamans, il y a la correction derrière, on évolue quelque part. Bon, je pense déjà que c'est la société dans laquelle on a grandi. D'accord. La société d'abord. On n'a pas cette culture de venir vers nos mamans dire que j'ai eu à faire ça. Je prends le cas des filles, par exemple, qui font des avortements, si je peux me permettre. Oui. Donc, il y a certaines personnes qui couvrent ça, en fait. Tu te dis, si tu pars vers la mère et dire à la mère, déjà, surtout la maman, quand elle sait que la fille a eu assez premiers rapports, elle commence à fréquenter un peu de milieu et tout. Quand tu arrives vers la mère pour dire, maman, si tu arrives, vers la mère pour pouvoir dire, j'ai fait avorter ou j'ai avorté. Tu t'imagines un peu la sanction en fait que tu peux avoir. Donc parfois c'est par peur, par pudeur et respect en fait de la maman que on se dit mais est-ce qu'on va pas me voir comme une criminelle? Est-ce qu'on va pas me voir comme... Est-ce que peut-être un autre jour si tu te sens malade, on va reprendre la bêtise de la dernière fois et te dire oui, est-ce que tu as encore fait la chose? Parfois, c'est pas ça en fait. Moi, je me dis que c'est la peur et éviter de se faire reprocher à tout moment sur les mêmes bêtises. Reine, est-ce que c'est le cas pour toi? Je veux dire, est-ce que tu es très sélective dans ce que tu dis à ta mère? J'avoue que oui, je sélectionne beaucoup ce que je dis à maman. Bon, t'inquiète, elle te regarde, hein. Cette fois-ci, elle va t'appeler, elle va dire, ah bon, bon d'accord, oui, et pourquoi tu l'es? Pourquoi tu es sélective? D'accord, alors déjà, je vais un peu revenir à ce que Jonélika disait. Moi, je dirais plus que c'est la notion du mal. En fait, parce qu'elle a pris le cas d'une jeune fille par exemple qui avorte.
déjà si elle ne prend pas la force d'aller dire ça, que ce soit à sa maman ou à sa meilleure amie, c'est parce que quelque part elle sait que ce qu'elle a fait est mauvais et que quelque part c'est un truc qui n'est pas honteux, facile. en fait, c'est honteux pour elle. C'est honteux et c'est pas facile à accepter en fait. Et au pire c'est condamnable. Donc forcément, elle va se sentir mal pour aller vers la maman et dire, c'est quand une situation va arriver où elle aura la possibilité de passer le message qu'en fait, j'avais eu à faire ça et je pense que c'est ce qui est à l'origine de ma maladie aujourd'hui par exemple. Et bon, maintenant pour revenir à la question posée, j'avoue que je sélectionne. Bon, je ne vais pas dire que je sélectionne, je vais par contre dire que je dis, mais pas comme il faut dire. C'est-à-dire en fait, dire, mais pas tout dire. Vous allez me créer des problèmes aujourd'hui. Non, ne t'inquiète pas. Maman saura. De toutes les façons, elle viendra vers toi. Et là, tu as le droit de t'expliquer. Là, tu peux t'expliquer. Pourquoi, évidemment, tu ne dis pas tout à maman. Partons aussi du principe, et je pense que nos mamans le savent aussi, hein, au-delà du fait que nous soyons des adultes, que nous soyons très proches, on a notre vie aussi à nous, on a notre petit jardin secret, et que c'est vrai que ça serait notre mère, elle aura forcément une clé de ce jardin secret, mais à un moment donné, évidemment qu'on ne dit pas tout à tout le monde. Oui, donc d'accord, tu ne sélectionnes pas, mais tu estimes que tu dis tout, mais sans tout dire. Non, pas sans tout dire. Je dis sans dire que je dis. C'est-à-dire, comment je vais expliquer ça ? Si par exemple j'ai fait une bêtise, je ne vais pas directement venir dire à maman, voilà, si par exemple j'ai volé, je ne vais pas directement venir dire à maman j'ai volé, donc je vais dire peut-être j'ai rencontré bien tonton, le fameux tonton, qui a vu que je regardais beaucoup le produit et il a décidé de m'acheter ça. Comme ça. En fait, toi, tu as une manière tu l'as bien résumé, hein, tu dis, mais tu ne dis pas. Je dis que je ne dis pas, voilà. Et c'est peut-être après, quand on est en train de rire, on est en train de rigoler, je vais dire, oh, moi, tu sais, par exemple, le parfum, j'avais volé ça. Est-ce que c'est plus facile pour toi de dire certaines choses sous ce ton ludique? Oui, exactement. Quand on rit, ça passe facilement que lorsqu'elle est sérieuse. Parce que quand on rit, elle va se dire que je blaguais. Elle va se dire que c'est la blague, or que c'est la vérité. Et moi, de ma conscience, c'est bon, je t'ai dit. Et c'est passé. C'est passé. Yvan, et moi, c'est pas pour couper la parole, mais comme ça, un jour, quand elle va revenir dessus, je vais dire que moi je t'avais dit, hein, maintenant voilà. Au moins la confidence a été faite. Donc, oui, Yvan, tu voulais rebondir sur un point. Rassure-nous, tu ne voles pas aussi des parfums. Non, mais je te taquine évidemment. Oui, mon cher Yvan. Trop de choses ont été dites. J'ai bien aimé, je vais un peu revenir sur. D'accord, je vais ramasser un petit peu tout ça. Voilà, je vais essayer de ramasser un peu. D'accord. Elle disait que l'enfant peut aussi. Je vais revenir un peu sur l'aspect d'un bébé. Vous allez voir, lorsqu'un bébé, lorsqu'il est encore tout petit, lorsqu'il fait quelque chose, il a tendance à aller vers la personne qui arrive à le rassurer plus. On peut être 5 aujourd'hui, l'enfant fait tomber un article, on va peut-être huer l'enfant, mais il va aller vers une personne particulière. Pourquoi? Parce que parmi les gens, il y en a qui rassurent beaucoup plus l'enfant que les autres. Donc il y a d'abord cet aspect de rassurer. Non, un enfant. Ce qu'elle dit, ce que Janelika dit, c'est complémentaire à ce que tu as dit. Hein, oui. Juste apporter. J'ajoute. Donc, bien, pour qu'un enfant arrive véritablement à faire ça, il faudrait que l'enfant soit rassuré. Aujourd'hui, nous sommes tous des jeunes. On parle beaucoup plus à des personnes qui nous rassurent. Même certaines personnes qui vivent, selon le premier sujet, des situations de rupture, ils vont beaucoup plus vers des personnes qui les écoutent parce que ça rassure. Donc il y a cet aspect-là. Est-ce qu'on doit dire tout? Moi je dis non, parce que là encore, selon la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on doit dire? Et qu'est-ce qu'on doit pas dire? C'est selon véritablement la relation qu'on a avec la mère. Donc plus on est assez connecté à sa maman, et là on peut tout dire. Ça dépend du style de relation que vous avez. Moi je connais une fille par exemple, elle arrive à dire tout, pas sa mère mais son père, sur le terme de relation. Bon, moi, elle parle bien de relation, intime avec, elle parle de ça avec son père, normalement elle est à l'aise qu'elle parle de ça, mais autre sujet, c'est pas trop ça, elle préfère parler avec sa mère. Donc tout dépend. Est-ce que la relation que tu as avec ta maman, c'est une relation où elle te donne une ouverture à parler de tel sujet avec elle? Là, tu peux véritablement te confier. Et donc tu penses qu'en fait les parents, en l'occurrence nos mamans, doivent aller dans ce sens-là? Oui. Nos parents doivent en fait préparer
les enfants, pour que ces enfants-là aient une facilité de discuter avec eux. Et c'est depuis petit. Un enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, on doit être capable de cultiver cela avec l'enfant. D'accord. À un certain âge, quand on sent qu'à cette période, dans 1 an par exemple, l'enfant va traverser telle situation, on commence à parler, voilà, peut-être dans telle période tu auras ça, voici ce que c'est. Donc, automatiquement, l'enfant sait que j'ai appris cela de ma mère. Ouais. Donc, quand j'aurai une situation, je peux facilement venir vers elle. Donc, tout se prépare et les parents doivent préparer la communication avec leurs enfants. Est-ce que ça a été le cas pour toi, Christopher? Est-ce que tu as senti que cette communication, pour reprendre les termes de notre ami Yvan, a été préparée? Je veux dire, est-ce que cette connexion que tu as avec ta maman, est-ce que plus jeune, tu sentais déjà cette envie de la part de maman de venir vers toi, maman Rosette, hein, j'ai retenu le prénom, de venir vers toi pour commencer justement à préparer cette communication? Pour ma part, j'étais, pour ne pas dire je suis, très bêtisier. D'accord. Donc au départ, c'était plus, sous l'aspect des conseils, c'était moi qui recevais. Et oui, il y avait cet aspect. Mais au départ, c'était d'abord la loi de la maman et de l'enfant. Hein. Bien sûr, on grandit tous avec ce c'est la loi de la maman et de l'enfant. Et tout à coup, un jour, elle m'avait... En fait, ça a commencé quand un jour, elle m'a dit, écoute, tu grandis et arrête de faire que tout le temps, je dois crier sur toi. Je dois te prendre... Aujourd'hui, on doit avoir un rapport de grande sœur à petit frère. J'avoue que je précise déjà qu'on a au moins une 30aine d'années d'écart. Hein. C'est logique. Donc, et du coup, quand j'ai écouté ça, je dis ouais. Et un jour, elle est venue comme ça, elle m'a dit, c'est toi d'abord. Elle m'a rappelé comment elle était avec son papa. Et c'est comme ça que ça allait en fait. C'est vrai que c'est comme pour rebondir sur ce que tu dis, c'est elle qui est venue, premièrement, qui a ouvert cette brèche, elle qui a tendu la perche. Et derrière moi, j'ai sauté. Ça veut pas dire. Et pour revenir sur l'aspect de tout dire, c'est vrai que, comme tu disais, il y a l'aspect, on a notre jardin intime. Ouais. Peu importe le décret d'entente qu'on a avec le parent, nous sommes en Afrique, il faut préciser. On a toujours ce côté respect. Oui, voilà. Donc, le respect des parents. Voilà, on a le respect des parents, on a ce côté respect. Et donc, tu ne vas pas venir dire, ouais, maman, j'ai dragué une fille hier. Bon, ça encore je peux dire, mais tu peux peut-être dire, bon, hier je dormais avec une fille, voilà, tu vas pas rentrer dans l'intimité. Il y a les choses superficielles que tu peux dire, parce que tu attends à ce qu'elle puisse te partager avec son expérience. Elle te dire, ah mais tiens, quand c'est comme ça, moi, exemple, j'avais fait comme ça, ben ne fais pas ça. Du coup, oui, mais toi, prenons le cas du fait que, voilà, que toi, Christopher, t'es passé une soirée avec une dame, ça tu peux pas le dire à ta maman parce que tu estimes que si tu le dis, c'est un sujet qui peut choquer, ou bien tu te dis, si je le dis, j'aurais forcément en retour des représailles au-delà même de la complicité qu'on a. Bon, personnellement, je ne dis pas, moi je montre juste, je montrais du coup. Et quelque part, pas qu'elle m'a encouragé, mais c'est vrai que souvent je recevais des injures ou quoi. Mais après, elle cadrait souvent que, bon oui, c'est vrai, tu as des besoins et tout, mais s'il y a des précautions, voici comment, oui, voilà. Mais il faut... naturellement. Mais sur le côté femme, je montrais. Et comment dire, c'est souvent, tu montres et après elle te conseille. Souvent, moi, j'allais faire des bêtises. C'est après que je venais dire. Et pour rebondir sur le côté ludique, même pour ce qui était des permissions assez strictes, exemple, de sorties et de nocturnes et tout, c'est surtout, il fallait profiter d'un échange, d'un temps où vous êtes en train de rire, rigoler. Tu dis, ah mais tiens, je dois faire ça, maman. Et là, tu as dit, ok. Mais en fait, sur le coin, ne pèse pas ce que tu vas faire. Ça après, comme tu dis, quand elle va venir, tu dis, mais je t'avais déjà averti, non, tu vois. Ouais, donc c'est beaucoup plus le côté ludique, ça passe mieux. Oui, ça passe mieux. Quand on a envie de dire, quand on a envie de. Quand c'est la gravité. De se confier, oui. Angélica, Christopher a souligné un point qui est très intéressant, retour à la culture, à nos traditions. Est-ce que ça aussi, ça freine cette confiance véritable soulignée par Yvan, dans le sens de tout dire à nos parents? Est-ce que la tradition qui est de dire le parent reste le parent freine un peu ça quelque part? Bon, je pense que oui, hein. Parce que quand on a en tête que la maman c'est la maman, le papa c'est le papa, tu ne vas pas venir tout dire à maman comme il se doit, comme ils disent. Tu ne peux pas venir tout de suite dire à maman, mais maman, voici ce que je fais. Peut-être un peu plus tôt, pardon, la culture française elle est différente de la nôtre. Ce sont eux, par exemple, qui viennent, qui disent, ou bien s'ils ont remarqué. Chez nous, nos parents, lorsqu'ils ont remarqué, ils te grondent. Tu as fait une bêtise, on te gronde. L'éducation à l'africaine, quoi. Donc, tu as tellement peur de te libérer que tu te dis, bon, parfois, tu attends que, comme il disait, la maman vient vers toi.
tu te dis, bon, c'est l'occasion. Si elle me pose la question, si elle dit, je t'ai vu, toi, tu vas te libérer. Mais quand elle vient, elle ne vient pas dans le but de te dire, je t'ai vu. Elle va dire, je t'ai vu avec la manière de te grandir. Et toi, à l'intérieur, quand tu vas te sentir frustré, comme disait Reine, avec le mot, elle a utilisé l'expression, le mal, en fait. Donc, le mal, la peur, et tu vas dire, bon, ça ne sert à rien. Je ne vois pas pourquoi je vais me confier à maman si tout le temps, si je fais une bêtise, même quand elle remarque, même quand je veux dire, elle me grande. Donc mieux je me tais, mieux je ne... Parfois il y a d'autres qui disent, mieux je ne dis plus, ou bien mieux je limite ce que je dois dire en fait. Yvan, vous êtes l'aîné de la famille. Vous êtes l'aîné de la famille, vous êtes celui qui a appelé à prendre le contrôle de cette famille-là. Je pense que vous en êtes conscient. C'est le rôle de l'aîné, hein. C'est un peu compliqué. On en a parlé évidemment ici sur ce plateau Génération News. Le fait d'être aîné, ça sous-entend que tu es tout le temps en parfaite collaboration avec maman. Je dis collaboration parce qu'il y a cette passation de service qui va être opérée très tôt, peut-être. Je pense que tu es déjà prêt pour ça. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est beaucoup plus une relation de collaborateur ou bien c'est une relation dans le sens où maman te fait beaucoup plus confiance parce que c'est ta mère? Est-ce que toi aussi tu vas vers elle pour un petit peu quand tu as besoin de te ressourcer, quand tu as besoin de parler, quand tu as besoin des conseils? Est-ce que tu vas vers elle pour aller te ressourcer, pour aller récupérer un petit peu cet instinct maternel, cet amour maternel qui nous aide parfois à aller très loin? Bon, salutations déjà à ma maman. Elle s'appelle comment? On récupère les noms. Donc on a maman Rosette ici, maman Fabienne. Emmanuel. Emma? Noël. Ah ok, Emmanuel. Oui. Maman Emmanuel. On salue aussi au passage. Et la tienne, comment elle s'appelait? Karine. Maman Karine, père son âme, elle nous regarde de là-haut. Donc je disais salutations à la maman exceptionnelle du 25 décembre déjà. D'accord. Ah c'est le 25 décembre, c'est ton anniversaire. Voilà. Ah, c'est passé. Joyeux anniversaire à maman. Hein. On se rattrape comme on peut sur Média TV. Pourquoi spécial? Parce qu'elle a été toujours la maman qui nous mettait vraiment sur le droit chemin. Comme toutes les mamans. On a subi véritablement, mais à un moment donné, ces moments, la magie de nos mamans africaines arrive toujours à lâcher le bâton et après nous donne véritablement le flambeau. Et je sens déjà cette passation de flambeau depuis un bon moment parce qu'elle non seulement me soutient beaucoup. Oui, mais est-ce que tu vas vers elle pour commencer à voir un petit peu l'école? Oui, j'arrive. Elle me comprend beaucoup, elle me donne beaucoup. Je sens la responsabilité qu'elle est en train de m'inculquer petit à petit. Ouais. Et je vais dire que je ne vais pas trop, sinon trop directement, mais j'essaie d'aller avec des petites techniques pour un peu tirer des petites choses en elle et tout. Mais je veux dire que la relation véritablement où on arrive à tout se dire, je ne l'ai pas vécu comme ça. Voilà, parce que c'était une maman qui nous faisait vraiment peur. Bon, en tout cas, comme on l'a dit en vivant, c'est le code parental et malheureusement, c'est l'éducation à l'africaine. Les amis, ça allait très vite. Hein. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir participé à Génération News. On remercie notre amie Jonelika. Je rappelle que vous êtes étudiante en gestion des projets. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous. On remercie notre ami Christopher. Vous êtes étudiant en mégatronique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Merci encore. Yvan, ça a été un plaisir évidemment toujours te recevoir sur ce plateau de Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et on termine avec notre amie Reine. Vous êtes journaliste, étudiante en journalisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, comme j'ai l'habitude de le dire, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.